Stirin-Wendel, ville née à la faveur de la révolution industrielle, doit son existence à la mise en place d'une ligne de chemin de fer. Au cours de son histoire, elle a su s'adapter aux circonstances et créer une communauté de vie accueillante et diverse. Marcel Gangloff nous racontera brièvement les grands chapitres qui ont marqué la ville. On pense notamment à la construction de la ligne du charbon qui a permis d'installer les usines sidérurgiques et la relance de la houille dans la région. Stirin est une commune récente. Elle a actuellement 164 ans, donc au niveau de l'histoire, c'est très récent. C'est finalement une ville qui est très jeune à l'échelle de l'histoire, puisqu'elle est née officiellement en 1857 par décret de Napoléon III, qui, après une demande des pères fondateurs de la ville, que sont la famille de Wendel, qui ont demandé effectivement à ce que Stirin devienne commune autonome. La première période, qui va de 1857 à 1900, on pourrait dire c'est le temps d'un rêve. Le rêve qui était une vision d'un grand industriel qui était Charles de Wendel et qui voulait créer à Stirin le premier combinat lorrain du fer et de la houille. C'était l'occasion très favorable pour la maison de Wendel, puisque c'est à ce moment-là que l'on crée et qu'on va mettre en place la grande ligne de chemin de fer. Cette ligne de Metz vers Sarrebruck, on va l'appeler la ligne du charbon. L'origine de Stirin, tout le monde ne le sait peut-être pas, elle est quand même avant tout due à la révolution industrielle et paradoxalement peut-être à ce qu'on peut penser, elle n'est pas due au charbon, elle est due à l'industrie métallurgique, puisque ce qui a fait naître Stirin, c'est cette fameuse usine où on a fabriqué des rails pour le chemin de fer, et notamment à l'époque, l'objectif c'était de pouvoir alimenter la construction de la voie de chemin de fer qui mène de Paris à Sarrebruck. Et la maison de Wendel, qui fabriquait déjà du rail, notamment à côté de Moyeuvre, à Jamaï, s'est dit, tiens, l'idée, c'est d'aller mettre en place une usine dans laquelle on pourrait produire des rails. Et Charles de Wendel dit, je vais me placer le plus près de la frontière et je vais y placer une usine. Eh bien, c'était d'abord une période extrêmement florissante, entre 1857 jusque les années 1870. Première grande catastrophe, 1870, la guerre. Et l'année d'après, eh bien, notre territoire passe du côté allemand. Le problème, c'est que les Français vont poser des barrières douanières, et bien, donc automatiquement, le produit qu'ils vont faire va devenir beaucoup plus cher. Payerait maintenant les augmentations, et le tout a été augmenté tout de suite de 20%. Deuxième grande catastrophe, c'est qu'à la même époque, voilà qu'on invente en Angleterre un brevet qui permet de ne plus faire du rail de fer, mais du rail d'acier. Et ça devient extrêmement difficile, parce qu'à Stirin, l'usine qui était là était une usine qui était entièrement faite pour faire du rail de fer et qui n'arrivera jamais à s'adapter complètement au rail d'acier. On a toujours été au cœur même de ce bassin houiller, mais on n'a jamais eu effectivement de puits d'extraction directement sur la commune de Stirin, puisque le puits le plus proche, qui est le puits Simon, qui a, je crois, été ouvert dans les années 1905, se trouve sur le territoire de Forbach. Donc on a toujours été limitrophe par rapport à toutes ces exploitations, qu'il s'agisse du puits Simon, qu'il s'agisse du puits Wendel, la Petite Rosselle, mais jamais d'exploitation donc à proprement parler sur notre territoire. Donc la première période du fer se termine. La deuxième grande période de l'histoire de Stirin, c'est la période 1900 jusqu'en 1945. Stirin va complètement changer, qui avait l'espoir de devenir une grande commune industrielle, et bien maintenant va devenir une commune d'hébergement. Stirin a été très longtemps résidence pour les nombreux mineurs qui travaillaient sur les puits qui se sont créés et ouverts au fur et à mesure. Donc Stirin va se repeupler
et va s'étendre. Naturellement, après la guerre, il y avait beaucoup de gens que le Rapsodique qui n'existait pas encore. Puis nous, on avait le premier magasin, c'était Reinhard Albert, quand on venait du Rapsodique. Alors c'était vraiment florissant. Il livrait le marché le samedi matin. Et après le marché, il faisait les tournées avec son camion. Les clients étaient sur le trottoir. Le 2 mars 1945, une bombe a atterri dans notre cave. Et la cave s'est effondrée. Ils ont tous sorti indemnes, sans une égratignure, sans une goutte de sang. Et il y a encore un témoin aujourd'hui. René, toi, tu es un miraculeux. On t'a sorti tout de la cave, on voyait juste encore le blanc de tes yeux. Il n'y avait plus de magasin, il était complètement détruit. Puis après, la reconstruction du centre-ville en 1948, ils ont de nouveau pu revenir là où on est encore aujourd'hui. Les houillères ont vendu les maisons de la rue Saint-François et le conseil en 1965 a décidé que ceux qui achetaient dans la rue Saint-François devaient en faire un magasin. Donc c'est à ce moment-là que la rue Saint-François est devenue une rue commerçante. C'est toute la période de reconstruction qui a concerné la commune de Styrin, qui s'est très progressivement développée en termes de développement urbain, mais qui s'est développée aussi en termes de nombre d'habitants. Qui a présenté de très nombreux chantiers, étant donné qu'il fallait reconstruire toutes les destructions qu'il y a eu dans la Deuxième Guerre mondiale. Aux alentours des années 55-60, population bien sûr qui depuis a énormément baissé. Alors toute cette époque-là, on va dire à partir de 1945 jusque dans les années 1985-90 a été liée à l'épopée du charbon, puisque à partir de la nationalisation des houillères se sont développées de façon exponentielle pendant de très nombreuses années, on embauchait toujours plus de monde. Nous n'avions pas directement de puits d'exploitation sur la commune. Mais le puits Simon est tellement proche que pour beaucoup de gens, il est sur le territoire de Styrin. Alors aujourd'hui, on ne parle plus d'exploitation charbonnière. L'usine métallurgique a fermé depuis fort longtemps. Toutes ces industries se sont arrêtées. Aujourd'hui, Styrin est avant tout une ville résidentielle qui compte encore quand même plus de 11 500 habitants. Des gens issus des houillères, il y en a quelques-uns qui, à l'époque, quand ils ont arrêté de travailler, c'est quand même des gens qui ont arrêté de travailler assez jeunes. Hein. Et ces gens-là avaient des enfants qui très rapidement sont rentrés dans les métiers. Comme ils ne pouvaient plus choisir les métiers issus de la mine et les métiers conséquents de la mine, ils ont choisi d'autres métiers. Ils sont tombés dans la maçonnerie, dans le bâtiment, dans le commerce, etc. Mais ce sont des gens issus de la population minière qu'on avait à l'époque. Et c'est la deuxième génération qui suit derrière. Styrin, c'est un peu la porte d'entrée de nos territoires sur le territoire voisin. Donc c'est quelque chose de très important. Styrin a toujours aussi eu de très bonnes relations avec nos voisins savoie. Styrin, je dirais, fait un peu le lien entre Lafarge et nous. Hein, donc beaucoup de choses se développent. Déjà, Styrin, avec la zone de la Haye, a accueilli très tôt des entreprises allemandes. Je crois parmi les premières entreprises allemandes qui se sont implantées chez nous, se sont implantées sur cette zone-là. On a énormément de potentiel à Styrin, déjà pour commencer, parce qu'on a une situation qui est frontalière. On a la grosse possibilité de travailler avec les Allemands, qui sont nos partenaires déjà de longue date, mais on a moyen de développer encore ces compétences, donc de se rapprocher d'eux ou eux de se rapprocher de nous. On a les terrains, on a les commerces voulus, on a les entreprises voulues chez nous, et le complément, on peut aller le chercher chez eux. Enfin, on peut travailler main dans la main, et de ce côté-là, l'avenir devrait bien s'arranger. J'adore cette ville parce que bon, c'est une petite ville sympathique. On a vraiment toutes les infrastructures possibles. On a l'entrée d'autoroute, on a la proximité avec Sarrebruck, la proximité avec Forbach, la gare de Forbach. L'accès au commerce, aux petits commerçants. La place pour pouvoir se garer, tout est fait en sorte que la ville soit agréable à vivre et que tout le monde s'y plaise, quoi, hein. Sans compter les marchés de Noël, sans compter les fêtes de la musique, sans compter les fêtes du 14 juillet, où malgré que c'est une petite ville, tout le monde se déplace pour venir à Styrin pour profiter un peu de tout ça, quoi.
C'est une ville où il fait bon vivre. Preuve en est, c'est qu'elle est extrêmement prisée. On a énormément de demandes de gens qui souhaitent venir habiter à Styra, tout simplement parce que c'est une petite commune où on trouve tous les équipements nécessaires à une vie agréable. Il y a la poste, vous trouvez tout un ensemble de commerces encore divers et variés, vous trouvez des artisans, vous trouvez en tout cas de quoi rendre votre vie tout à fait agréable et facile à vivre. Nous avons la chance sur la commune d'avoir un tissu associatif très riche, qui a une vraie histoire aussi, puisque nous avons des associations, certaines en tout cas sont centenaires, parfois même un peu plus. Le CSS, par exemple, cette année a fêté ses 110 ans. L'association de gymnastique de la fraternité a fêté ses 90 ans. Le club de lutte de l'ETL est un club qui existe depuis très très longtemps. Le club, la lutte, fait partie des vieux sports traditionnels, se pratiquer surtout dans des salles, derrière les salles de fête qui n'existent plus actuellement, dans les bars, dans les bistrots, dans les cafés. Il y avait là un homme qui s'appelait Robert Egon, qui avait ses enfants à la gymnastique, et la gymnastique allait périr. Et comme tu connais un peu la vie associative, voire même un peu plus que la vie associative, est-ce que tu peux m'aider? On a commencé à tout mettre en place. Madame Kapcha qui faisait après toutes les licences et toutes ces choses-là, il y avait une très bonne ambiance. Et quand il y a une très bonne ambiance, c'est logique, je dirais que tout marche tout seul. Styra-Wendel commençait à rentrer sur la scène nationale. On reçoit des équipes de France qui veulent venir s'entraîner à Styra-Wendel. Et quand ils débarquent ici, parce qu'à un moment donné, voilà, il y a un savoir-faire, et on a des sélectionneurs en équipe de France à Styra-Wendel, donc les entraîneurs de l'équipe de France veulent venir s'entraîner, en tout cas faire des stages à Styra-Wendel. Notre club commence à prendre de l'ampleur puisqu'il est reconnu sur le plan national, voire international. À un moment donné, on a même l'équipe nationale d'Inde qui vient à Styra-Wendel, la Colombie, qui viennent avec la championne olympique, qui viennent à Styra-Wendel frôler les tapis de terrain pour se préparer pour le championnat du monde en 2017 qui s'est déroulé à Paris. Et comment dire, nos jeunes étaient ébahis de voir ça, parce qu'il fallait parler en anglais, parce qu'il fallait essayer de comprendre, mais à la fois ils nous ont apporté tellement sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan humain. Nos jeunes ont été vraiment stupéfaits. Et ça a duré 2 semaines, mais c'était 2 semaines tellement incroyables. La formation d'un champion, elle prend tellement de temps, mais c'est tellement passionnant. Et de partir de rien et de se dire, on va le préparer, on va lui apprendre les techniques, on va le pousser, on va lui apprendre le goût de l'effort, on va lui apprendre à tomber et à se relever, on va le pousser dans ses retranchements. Oui, c'est dur, c'est difficile, c'est vrai, mais il n'y a pas de réussite sans difficulté. Il n'y a pas de réussite sans souffrance. Il n'y a pas de réussite sans avoir donné le meilleur de soi. On en a eu des jeunes qui ont été multiples médaillés au championnat de France. Des enfants qui s'engagent dans le sport également. On a quelques bons lutteurs qui font partie du club de la ville et qui sont maintenant à un bon niveau national même. Des enfants qui effectivement ont passé leur bac, qui sont maintenant dans des études supérieures et qui réussissent très bien leur vie après leur passage chez nous à l'école du Vieux-Styra. Et puis oui, c'est vrai que c'est dur, c'est prenant pour un sportif qui doit se consacrer à sa discipline. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit trouver une alliance entre sa préparation, son projet scolaire, son projet sportif. Puisqu'à un moment donné, quand on rentre dans notre école, c'est avant tout pour rentrer dans un double projet. Et à un moment donné, il faut faire des concessions. On va se sacrifier, parce qu'on parle quand même de sacrifice malgré tout, que ce soit sur le plan scolaire ou sur le plan sportif. On se focalise sur ces 2 projets qui ne font qu'un à la fin. Ils étaient toujours heureux et puis comme en dernier lieu, nous avions fait des compétitions internes pour ne pas perdre la notion de compétition. Il y a toujours des gagnants, il y a toujours des perdants
Et les perdants ont autant de valeur que les gagnants, parce que s'il n'y a pas d'équipe, s'il n'y a pas de perdants et de gagnants, on ne peut pas faire de compétition. Il faut savoir accepter, et l'enfant en particulier doit accepter de savoir perdre et de savoir gagner. Notre ambition, c'est ça en fait, c'est de pouvoir aider le jeune à travers un support qui est la lutte pour transmettre seulement des valeurs qui permettent de construire l'enfant, l'adolescent et l'adulte de demain. Nous avons toujours encore sur la commune 4 groupes scolaires dans les quartiers du Absterdique, du centre, de la Véry-Sophie et du Vieux-Styrin. Alors Styrin-Wendel aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Styrin-Wendel d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, la ville de Styrin-Wendel tend à se moderniser par des actions qui sont mises en place, par toutes les choses qui sont organisées par les élus, par les associations, par les écoles. Et on est dans une dynamique positive sur l'évolution de la ville. Donc une des spécificités de l'école, c'est d'être inscrit dans le dispositif éducation prioritaire, et à ce titre, nous bénéficions d'effectifs allégés, entre 12-15 élèves. Cela nous permet d'avoir une observation très fine des difficultés des élèves et leur apporter une aide pratiquement individualisée. On travaille l'allemand de façon plus approfondie depuis quelques années maintenant. On est dans le DEA, dispositif d'enseignement approfondi de l'allemand, à raison de 3 heures d'allemand par semaine. On essaye un petit peu de sensibiliser les enfants à la langue du voisin parce qu'on est à quelques mètres de la frontière. Et on pense que c'est une bonne chose que les enfants acquièrent un certain bagage de vocabulaire en allemand pour plus tard, pour trouver un emploi de l'autre côté de la frontière. Mais ça va également les aider dans leur vie de tous les jours. Donc on pense que c'est important de garder cette spécificité dans notre école. C'est pas la langue de Goethe qu'on va leur apprendre, on va pas leur apprendre la grammaire, mais c'est vraiment une approche ludique. Sans cette base de langue du voisin, c'est difficile de décrocher quelque chose. Beaucoup de jeunes pourraient avoir un job et souvent seulement ce qui bloque, c'est parce qu'ils n'ont aucune base allemande. Juste de comprendre ce qu'on lui dit, ça suffit, on ne demande pas plus. Ils me disent tout de suite à mes maîtresses, je ne comprends rien. Moi je ne comprends pas l'allemand, je ne comprends rien. Et donc je leur fais tout de suite comprendre, je leur dis oui, peut-être que tu ne comprends pas, mais je vais t'aider à comprendre. Et on se lance comme ça dans des activités très ritualisées. On fait toujours la date, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Et en fait, au fur et à mesure, vraiment assez rapidement, les enfants se rendent compte que peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent quand même. Parce qu'on passe par le jeu, on passe par des petites images. J'ai beaucoup d'images associées aux mots, ça les aide énormément et finalement, ils adorent ça. Quand on fait l'emploi du temps de la journée au début de la matinée, quand je dis qu'il y a allemand, ils font « ouais, génial !» Et puis après, on passe vraiment des bons moments dans l'enseignement de l'allemand. Donc au début, un peu réfractaire, et puis finalement, ils se détendent et ils entrent rapidement dedans. Sich wechselseitig zu verstehen, auch sprachlich zu verstehen, ist mit die Basis. Und deshalb begrüße ich sehr, wenn Kindergärten, wenn École maternelle, wenn Schulen, École primaire schon früh auf beiden Seiten die Sprache des Nachbarn vermitteln. Le département de la Moselle travaille sur le transfrontalier. C'est d'ailleurs une de nos compétences supplémentaires parce que nous sommes les partenaires du Land de Saar et de la Rhénanie-Palatinat de la Belgique et du Luxembourg. Nous travaillons ensemble. Ich glaube, das ist die große Aufgabe. Die haben wir im Saarland aufgenommen. Mittlerweile sind 50% aller Kindergärten zweisprachig. Also gibt es französische Erzieher oder Erzieherinnen, die Lehrerinnen und Lehrer, die den Kindern, die sich an die Kinder in Französisch wenden. Ich glaube, alles, was uns einander näher bringt, auch sprachlich näher bringt, kann nur helfen, die Chancen dieses gemeinsamen Lebensraums auch noch weiter zu entwickeln. Parce que notre avenir commun se joue là, se joue dans la solidarité, dans ce que j'appelle l'industrialisation commune. Les gens aujourd'hui, ok, ils habitent une ville ou une commune, mais ils travaillent sur un territoire, ils vivent sur un territoire. Et c'est ça ce qui est important. C'est cette notion-là qu'il faut qu'on prenne en compte pour évoluer et pour avancer. La Sarre et la Moselle-Est vont devoir écrire leur avenir commun. Et cet avenir commun se fait seulement s'il y a cette ouverture, si on oublie cette frontière. Je ne veux pas dire qu'il faut oublier notre passé. Le passé nous permet d'avancer et de construire notre futur, mais ce futur s'écrit avec
une solidarité même au niveau Sarre, Moselle, Moselle-Est. Je souhaite vraiment qu'on arrive à ramener des entreprises sur notre bande Forbach, sur le Technopole, sur la zone industrielle de la Haide aussi. Il y a de quoi faire. Il faut qu'on arrive à avoir des entreprises qui s'implantent ici, de grandes entreprises qui s'implantent ici pour que nos enfants, nos jeunes puissent trouver du travail directement chez eux et qu'ils puissent rester habités près de chez nous. Cette vie commune doit pouvoir exister et qu'elle est tout à fait essentielle au bien-être de tout le monde. Nous sommes dans un territoire qui avons finalement la même histoire, la même culture. Je crois qu'aujourd'hui, la coopération avec nos amis allemands est tout à fait essentielle. Donc la solidarité, la confiance dans l'avenir et surtout ne pas avoir peur de travailler ensemble.